Casa Vostra. On est très sélectif sur évidemment sur l'emplacement, parce que ça reste de l'immobilier, donc c'est toujours la même règle de l'emplacement. Donc on investit que, mais c'est vraiment, ça se confirme. Moi, j'avais appris ça pendant mes études. Et finalement, quand je suis arrivé sur le marché du travail, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas que dans les livres, c'est dans la réalité, c'est vraiment les critères importants. Si on a un bon local qui est bien placé, et que le locataire part, et on le reloue vite. Alors qu'on a une super pharmacie un peu moins bien placée qui part, c'est un peu plus compliqué. Donc, il vaut mieux acheter un emplacement. Donc, la première règle, c'était l'emplacement. Donc, on achète nous que en cœur de ville, donc rue piétonne, rue commerçante ou semi-piétonne, près d'un tram, près d'un bus. On essaie d'aller dans des villes entre 50 000 et 300 000 habitants. Rue piétonne, commerçante, semi-piétonne, près d'un tram et près d'un bus, ça c'est vraiment les... Il faut qu'il y ait du flux. Il faut que le commerçant fonctionne, donc il faut qu'il y ait du flux, il faut qu'il ait de la visibilité. Donc idéalement c'est la boucherie, rue piétonne, si possible l'immeuble en angle, bien visible, dans une ville de taille moyenne. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Attends, on se tutoie du coup. Alors Alexandre me demande si on se tutoie. Vous en pensez quoi? Parce que j'ai commencé du coup. Donc c'est parti. J'ai la réponse à ta question. Oui, on se tutoie. Super. On se tutoyait avant. Si c'est pour ça. Si tu veux me vous voyez, tu peux. Mais on verra à la je fin. te tutoierai. On commence par se tutoyer alors. D'accord. Alors Arnaud Montebourg sur mon autre podcast Génération Do It Yourself a fait l'inverse. Normalement on se tutoie, je sentais qu'il était pas à l'aise, donc du coup il a fallu que j'attende une bonne heure pour qu'il finisse par me tutoyer, tu vois. Mais là en fait ce podcast s'annonce très mal. On va faire un podcast inversé. Il va se tendre au fur et à mesure. À la fin on s'entendra tellement plus qu'on va se vous voyer. Alexandre Toussaint. Salut, je suis ravi de te recevoir. Écoute, moi aussi, merci de ton invitation. Écoute, c'est pas moi qui t'ai invité, c'est Albert Dantoir de Nalo qui t'a invité presque, on peut dire ça quoi. Ah bah lui c'est le roi de la mise en relation et des bonnes mises en relation surtout, donc il faut le remercier pour ça. Fais attention à ce que tu dis parce que c'est moi le roi de la bonne mise en relation. Albert, si tu nous écoutes, je suis jaloux. Ça va mal se passer entre nous. Je t'aimais bien jusqu'à maintenant. Albert Dantoir, Nalo, un autre épisode que je vous recommande d'écouter sur le. Alors Nalo, investissement par objectif, on y reviendra. Voilà. Mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Alexandre Toussaint et c'est Baltis. Alors on dit Baltis Capital, Baltis. On dit Baltis Capital parce qu'il y a d'autres marques dans le groupe. D'accord. Dont Baltis Gestion, Baltis Partners. Donc je pense qu'on va plutôt parler de Baltis Capital qui est la plateforme d'investissement participatif. D'accord. Et le groupe, c'est une vision plus large avec d'autres choses. Avec d'autres choses qui vont surtout arriver. Ouais. Okay. On vient de le structurer de manière un peu plus large pour toucher à plus de solutions d'investissement et plus de métiers. Alors figure-toi que j'ai quand même beaucoup hésité avant d'échanger avec toi. On a parlé déjà au téléphone, mais on prépare un peu tout ça, mais parce que je me disais on va parler d'immobilier commercial. Et alors là on se trouve automne 2020, période post-confinement, début de couvre-feu, immobilier commercial. Tu dis pas bonne idée ce truc, pas bonne idée. En fait voilà. Et en échangeant avec toi, je me suis rendu compte que, alors là où tu vois, comme on dit dans les crushs d'amour, tu vois, tu m'as eu, c'est à ce moment où tu as dit, c'est un peu, par exemple, comme si tu devenais le propriétaire des murs de ton poissonnier. Et là, je me suis dit, attends, proximité, etc., c'est moderne, finalement, c'est pas mal. Donc voilà, donc l'idée, c'est que tu m'expliques comment acheter la poissonnerie, quoi. En gros, alors pas le business, mais les murs, c'est ça? C'est exactement ça. D'ailleurs, la première opération qu'on a faite chez Baltis Capital, c'est une poissonnerie à Lille. D'accord. Donc c'était la toute première en janvier 2016. Et c'était une opération aussi un peu coup de cœur parce que donc c'était à Lille. Moi, j'ai habité à Lille quand j'étais petit et j'allais dans cette poissonnerie quand j'étais petit avec mes parents. Et le jour où je lance Baltis, je reçois ce dossier par hasard. Vraiment par hasard. Je me dis bon là c'est un signe. Il faut que ce soit notre première opération. C'est une poissonnerie, c'est à côté de mon ancienne maison. On a encore beaucoup d'amis, beaucoup de familles dans le Nord, donc je me dis ça tombe très bien. Et on lance cette première opération donc concernant la poissonnerie à Lille. Et on se rend compte que très vite, il y a un fort engouement des gens qui habitent autour.
qui habitent soit dans la ville, soit dans le quartier. Il y a même des gens qui habitent dans la rue qui investissent. Et il y a même une personne qui voit la poissonnerie depuis chez lui. Lui, ce qui lui plaisait, c'est de dire, je sais exactement où va partir mon argent, ça part en bas de chez moi, je le vois par la fenêtre. Donc là, en termes d'investissement local, on peut pas faire mieux. Ouais. Mais ça se comprend, on va y revenir, mais ça se comprend, quoi. Je veux dire, tu vois, mon gros trip, je sais pas si j'ai dû en parler ici, excusez-moi si je radote, hein, mais je vois l'endroit où ils ont fait, et c'est là où en ce moment, on reviendra sur la poissonnerie. Tu m'as expliqué l'opération dans le détail, mais à Ajaccio, dans un quartier d'Ajaccio qui s'appelle Mezzavia, qui est juste à côté, ils ont construit 3 énormes centres commerciaux, tu vois, je vais dire un Auchan, un Leclerc, un Carrefour, un truc comme ça. Puis je crois qu'il y a même un petit casino avec des galeries à chaque fois, avec en plus un Décathlon, un Confo, un But, un machin, un truc. Enfin, et en fait, tout est concentré là-bas. Et là, tu te dis, ok, comment on a pu en arriver là? Tu vois, et souvent quand tu vois les dossiers d'investisseurs, etc., t'as des ratios de la ville d'Ajaccio fait tant d'habitants, il doit y avoir tant de mètres carrés, tu connais ça par cœur, j'imagine, mais tu vois de centres commerciaux par habitant, etc., etc. Et puis le seul endroit où à Ajaccio tu peux faire vraiment ça, c'est Mezzavia, parce que le reste est complètement enclavé, il y a des montagnes, des collines sur le bord, et donc en fait c'est au bout de la ville, près de l'aéroport, c'est le seul endroit où tu peux le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire le ratio de celui-là, et puis on va les mettre tous les 3 les uns à côté des autres, puis on s'en bat les coudes, comme dirait mon fils. Et donc du coup, tu te dis mais c'est aberrant à la fin. T'as une espèce de truc où ils sont tous une sorte de concurrence complètement dingue, et pour moi c'est un peu la quintessence de l'aberration de ce qui se fait dans l'immobilier commercial de temps en temps en ce moment. Donc, je reviens sur ta poissonnerie, où en fait, je comprends la personne qui se dit, c'est en bas de chez moi, je sais qui y a autour, je la vois. Et en fait, c'est pas à l'autre bout du monde où, tu vois, ces gens qui faisaient des investissements dans les dom-toms, j'ai l'impression qu'ils sont tous faits, non pas outé à un moment ou un autre. Mais... C'est sûr que dans les dom-toms, ils en font de moins en moins, mais c'est aussi un changement dans le monde dans la façon de consommer, où on préfère de plus en plus à aller voir son commerce de proximité pour créer du lien avec son commerçant, y aller régulièrement, même faire ses courses à pied, arrêter de prendre sa voiture, faire 15 minutes de voiture pour se garer sur un parking, arriver dans un lieu un peu austère, très grand, très froid. On préfère aller chez son petit commerçant du coin. Et je pense qu'il y aura un retour, moi, au centre-ville de ces enseignes-là. Il a déjà été entamé, je crois, non? Ouais, qui est en cours, mais qui va, je pense, s'accélérer. Et on l'a vu notamment avec des enseignes comme par exemple Decathlon, qui ouvrent des Decathlon City un peu partout en France. Donc, on a des petites cellules de peut-être 200 mètres carrés en plein cœur de ville qui font un peu office de showroom. Et ensuite, le client commande directement dans son Decathlon City et il est livré chez lui. Oui, et Amazon qui fait des zones de livraison, ou même j'en parlais avec Tristan Tout-le-Monde de Chrono Drive, qui disait qu'ils font maintenant des drives en centre-ville. Alors, c'est pas des drives voitures, c'est des drives piétons où tu peux faire tes commandes en ligne. T'arrives dans le drive, tu vas chercher tu vas avec ton petit panier roulant ou je sais pas quoi, tu vas chercher tes courses et puis tu rentres chez toi. Donc, on a une sorte de recentralisation, non, on dit pas comme ça, mais ouais, on peut le dire peut-être, mais c'est là où on voit où toutes les grandes enseignes qui étaient pro centres commerciaux, grandes surfaces, se mettent toutes à faire des petites cellules en cœur de ville parce qu'elles sentent bien que l'habitant a plus d'affinité avec son centre-ville, sa rue, son quartier, et de faire les choses à pied. Alors peut-être qu'il a peut-être un délai un peu supplémentaire le temps que ça arrive, qu'il soit livré, que le drive arrive, mais en tout cas, il a une relation plus de proximité et plus humaine avec son petit commerçant du coin. Donc ça, c'est votre pari. Alors, il n'en reste pas moins que quand même les centres-villes sont quand même assez sinistrés. Je veux dire, et on le voit dans les grandes villes américaines aussi, peut-être encore plus. Il y a quand même si j'aime bien acheter le poisson ou ma viande chez mon boucher du coin. Alors je sais pas si c'est que à Paris, mais le boucher du coin souvent il coûte 2,5 fois plus cher que beaucoup d'autres endroits. Alors c'est de la viande très bonne, etc., etc. Mais il y a toujours ce moment, cette espèce de trade-off ou de négociation, pardon, où tu te dis c'est bien sympa, mais je veux aussi acheter sur la Belle Vie ou sur je sais pas quoi, parce qu'en fait finalement je me fais livrer de la bonne viande pour potentiellement moins cher. Donc il y a quand même aussi aujourd'hui un univers de possibles qui est très large, et c'est d'où mes interrogations sur quand même le commerce local, quoi, le commerce en général. Bah, c'est sûr que les modes de consommation aussi, on essaye de manger bio, de manger local, de manger proche. On le retrouve plus chez son boucher du coin ou chez son poissonnier du coin. Alors oui, comme tu dis, on paye un peu plus cher, mais on paye un peu plus cher peut-être une meilleure viande, qu'on va peut-être en manger un peu moins
finalement, mais en manger mieux. Et finalement, versus le temps où on prend sa voiture, on va dans le centre commercial pour payer peut-être un peu moins cher, mais on a dépensé du temps et de l'essence et de l'énergie. Est-ce que ça vaut le 2, 3 euros, 4 euros, 10 euros de plus au kilo pour le poisson et la viande? Donc je pense que ça fait partie aussi de la nouvelle façon de consommer. Notamment la viande et le poisson, on en mange moins, mais on en mange mieux, quoi. Oui, je pense que dans tous les commerces de proximité, il y a certaines choses comme ça, où en effet, peut-être même les légumes dans une certaine mesure, voilà, c'est-à-dire que t'aimes bien connaître la personne, qu'on te recommande les choses, qui t'a payé un petit peu plus cher, ce qui n'est pas forcément le cas des groceries, comme disent nos amis anglo-saxons, les courses générales, quoi. Ton dentifrice, ta lessive et tes pâtes Barilla, en fait, ça t'est égal de les acheter. Tu veux juste les payer le moins cher et que ce soit le moins difficile pour toi, quoi. C'est ça. C'est ça. Moi, mon grand plaisir que j'ai, c'est quand je vais chez mon boucher et qu'il me demande qu'est-ce que je veux, je lui réponds qu'est-ce que t'as. Et là, du coup, c'est très personnalisé. Parce qu'il me connaît, parce qu'il sait ce que j'aime, et parce qu'en fonction de son arrivage du jour, il va me dire, je te conseille de prendre ça aujourd'hui. T'es propriétaire des murs de ton boucher? Pas encore. J'y travaille. Il est prêt à les acheter avec nous. C'est vrai. C'est comme ça que ça se passe? Ça peut se passer comme ça. On essaye. C'est un peu une nouvelle stratégie qu'on essaie d'adopter en disant, on va aller voir des commerçants qui sont pas propriétaires, qui ont pas forcément les moyens d'acheter leurs murs, en leur disant, si vous voulez, on les achète ensemble. Comme ça, vous pouvez vous investir dans vos propres murs, et au fur et à mesure du temps, vous pourrez récupérer tout ou partie des murs. Donc, achetons ensemble vos murs. Ouais. Donc, toi, ta promesse avec baltiste-capital.fr, donc c'est BALTIS, c'est de me dire, donne-moi, il y a un minimum. Alors, il y avait un minimum à 5 000 euros, qu'on vient de baisser à 1 000 euros. Dans le but que les investisseurs diversifient encore plus quand ils investissent. Donc maintenant, à partir de 1 000 euros, on peut investir dans nos projets. Donc j'ai 1 000 euros de côté, je te confie 1 000 euros, tu vas acheter cette poissonnerie à Lille, enfin les murs de la poissonnerie à Lille, potentiellement, comme tu le dis là, aux côtés du poissonnier, donc il va prendre une partie potentiellement, c'est ça? Il peut, ouais. Il peut. Et derrière, tu vas me rémunérer en loyer. C'est ça. Donc si mettons que les murs valent 100 000 euros, je vais avoir avec mes 1 000 euros 1%. Il y a peut-être une petite commission pour toi quelque part. Non, même pas, elle est inclue dans l'opération, ouais. D'accord, tu me raconteras comment ça marche après. Et donc du coup j'ai mon pourcent et je vais toucher 1% des loyers tous les ans. Comment ça se passe tous les mois? C'est tous les ans, tous les trimestres ou tous les mois en fonction des projets. D'accord. Donc c'est 1% des loyers pendant la durée de l'opération. Et si on revend avec une plus-value à terme, il y aura 1% de la plus-value. Et quand tu dis pendant la durée de l'opération, je suis quand même propriétaire. Il n'y a jamais de fin, sauf si c'est vendu, quoi. Exactement, ouais. Ok. C'est le même principe qu'un investissement locatif. Ouais. Quand on achète un studio à Bordeaux, qu'on achète 100 000 euros, on est propriétaire jusqu'à ce qu'on le vende. Donc c'est le même principe, sauf que là, au lieu d'être à 100 000 euros par personne, on est à 1 000 euros par personne. Ok. C'est quoi le prix moyen d'une opération chez vous? Là, on a fait 20 millions d'opérations pour 40 opérations, donc on est à 500 000 euros pile. D'accord. 500 000 euros pile par opération, sachant qu'elles ont plutôt tendance à grossir. Par exemple, la première qui était la poissonnerie à Lille, c'était 200 000 euros. Puis maintenant, on est en moyenne à 500 000. Et tes investisseurs, donc investissent combien en moyenne, eux? En moyenne, ils investissent 7 000 euros. D'accord. Donc généralement, ça va entre 1 000 et 30 000 à peu près. Ouais. Et c'est un peu comme tous les... on parlait d'October, par exemple, que je vais essayer de faire venir sur ce podcast, mais eux, ils vont prêter de l'argent éventuellement aux poissonniers pour avoir d'autres choses, pour faire ses travaux, par exemple, pour recruter, ou pour racheter une autre poissonnerie. Voilà, bon, c'est un autre... Mais j'imagine que c'est un peu la même chose chez toi. Idéalement, si tu as 10 000 euros à investir, tu vas plutôt faire 5 fois 2 000 euros que 1 fois 10 000 euros, quoi. L'idée, c'est plutôt de diversifier un peu. Ouais. C'est la même règle que pour tous les investissements qui existent. C'est diversifier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est toujours le même principe. Donc, évidemment, quelqu'un qui a 10 000 euros, alors on va peut-être pas lui conseiller de faire 10 opérations à 1000 parce que ça multiplie quand même pas mal l'administratif et le suivi, mais potentiellement d'en faire 3 à 3 000 ou d'en faire 4 à 2005. Ouais. C'est diversifier dans 3-4 opérations. Pour l'instant, en moyenne, les investisseurs sont plutôt dans 2 opérations, 2,5. Donc, ils ont compris qu'il fallait réinvestir. Et maintenant qu'on a baissé le ticket d'entrée, on va conseiller de plus en plus. Quelqu'un qui avait 5 000 au départ, là, pour le coup, on lui dit de faire au moins 2 opérations. Quand tu dis que tu favorises le commerce de proximité, tu veux dire que, parce que tu disais aussi, tu favorises idéalement, alors moi je trouve ça très vertueux, ça a beaucoup de sens, mais les investisseurs qui sont autour?
Est-ce que je sais pas moi, là on est dans le 17e à Paris, j'habite pas loin. Si tu as une opération dans le 17e, est-ce qu'il y a une manière dans laquelle je suis prioritaire par rapport à quelqu'un qui habite à Lyon? Bah, on essaye de faire ça. Alors après, c'est un peu compliqué à faire, mais en tout cas, moi, mon rêve, c'est que chez Baltis, on lance une opération à Bordeaux, il y ait 100% de Bordelais. Ok. Que ce soit même potentiellement quasiment exclusivement réservé aux Bordelais, pour vraiment inciter les gens à investir dans leur ville. Aujourd'hui, notre statistique, c'est 40% des investisseurs ont un lien affectif avec le projet. Okay. Donc, c'est soit ils y habitent aujourd'hui, soit ils ont habité, soit ils ont fait leurs études, soit ils ont leurs parents qui habitent, soit ils passent leurs vacances dans le coin. Donc ils ont une affinité, ils connaissent la ville. Et nous, ça nous rassure aussi de savoir que les investisseurs connaissent la ville et investissent. Ça veut dire qu'ils valident la ville, ils connaissent potentiellement la rue, le quartier. Donc ils ont confiance dans le quartier, donc ils investissent. Donc, mais pour l'instant, tu proposes à tout le monde. Pour l'instant, c'est ouvert à tout le monde. Donc, on essaye par le biais par exemple de la presse locale, de prévenir en amont. Par exemple, les Lillois, qui a une opération à Lille qui arrive, en disant à la Voix du Nord, voilà, pour info, il y a un nouveau projet qui arrive dans l'île, qui va ouvrir tel jour à telle heure. Vous pouvez d'ores et déjà le communiquer dans la Voix du Nord et donc pour les auditeurs du Nord. Et donc vous faites du neuf potentiellement, ou c'est que du réhabilité, ou parce que pour l'instant on fait que l'existant pour l'instant, parce qu'on veut qu'il y ait il y a déjà un locataire en place quand on achète. Donc il y a déjà une boulangerie qui est là, il y a déjà un poissonnier qui est là, donc on sait exactement combien il paye de loyer. Donc on sait a priori le rendement qu'on va avoir assez rapidement et potentiellement dans le temps. On a un historique de location, ce qui nous permet de réduire un petit peu le risque en disant ça fait 20 ans qu'un boulanger paye 2 000 euros par mois. A priori, ça va continuer comme ça. C'est beaucoup plus facile que de dire on achète un local vide, enfin un local vide neuf dans une nouvelle zone où on n'a pas du tout d'historique et pas de track record. Oui, donc tu pourrais aussi potentiellement construire, ou tu vois, à un moment, il y avait, j'ai l'impression, dans pas mal d'endroits, des stations-service qui se transformaient en boulangerie ou des choses comme ça, parce que non seulement elles étaient bien placées, mais en plus, il y avait un côté pratique pour le passage des voitures, etc., etc. Mais tu pourrais avoir finalement des pratiques comme ça, tu te dirais, mais pour l'instant, donc l'idée, c'est plutôt d'avoir le commerçant existant, lui dire, écoute, je vais racheter, vous trouvez un moyen de racheter son pas de porte, alors c'est ça? Non, on appelle ça, donc c'est les murs, c'est vraiment les murs. Les murs. Le pas de porte, c'est le fonds de commerce. Le pas de porte, ouais, c'est un droit d'entrée que le locataire paye pour pouvoir avoir le droit d'exploiter le local. Mais nous, on achète vraiment les murs, et du coup, on achète ça à des vendeurs, à des particuliers souvent, ou à des petites foncières familiales, ou maintenant un petit peu à des institutionnels, qui sont des investisseurs qui décident de vendre, d'arbitrer leur patrimoine. Donc c'est des vendeurs assez classiques. Et nous, on est un peu des acheteurs assez classiques sur le papier, sauf que nous, après, on fédère une communauté d'investisseurs derrière. Tu es dans tout type de commerce, tu dis, ou plutôt? Non, c'est là où on est très sélectif sur évidemment sur l'emplacement, parce que ça reste de l'immobilier, donc c'est toujours la même règle de l'emplacement. Donc on investit que. Ouais, mais c'est vraiment ça se confirme. Moi, j'avais appris ça pendant mes études. Et finalement, quand je suis arrivé sur le marché du travail, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas que dans les livres, c'est dans la réalité, c'est vraiment les critères importants. Si on a un bon local qui est bien placé et que le locataire part, et on le reloue vite. Alors qu'on a une super pharmacie un peu moins bien placée qui part, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut mieux acheter un emplacement. Donc, c'était la première règle, c'était l'emplacement. Donc, on achète nous que en cœur de ville, donc rue piétonne, rue commerçante ou semi-piétonne, près d'un tram, près d'un bus. On essaie d'aller dans des villes entre 50 000 et 300 000 habitants. Alors, rue piétonne, commerçante, semi-piétonne, près d'un tram et près d'un bus, ça c'est vraiment les. Il faut qu'il y ait du flux. Ouais. Il faut que le commerçant fonctionne, donc il faut qu'il y ait du flux, il faut qu'il ait de la visibilité. Donc idéalement c'est la boucherie, rue piétonne, si possible l'immeuble en angle bien visible, dans une ville de taille moyenne. On fait beaucoup en région. On a investi donc à Lille, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, à Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes, donc plutôt des grandes métropoles françaises. On commence à aller dans des villes un peu plus petites. Là on a des opérations en Seine-et-Marne, à Melun. On regarde une opération à Perros-Guirec en Bretagne. Donc là il y a carrément, je crois, 2500 habitants. Donc on peut aller un peu à l'opportunité dans des villes plus petites, mais vraiment dans le cœur de ville. Alors plus la ville est petite, plus on est sélectif sur vraiment qu'est-ce que veut dire le cœur de ville, parce que le cœur de ville souvent en fait c'est une rue où il y a tous les commerçants. Donc voilà, c'est vraiment l'emplacement, et ensuite la qualité du locataire, c'est vraiment son activité. Donc nous on vise essentiellement des commerces de bouche, donc le poissonnier, le boucher, le boulanger, le médical, donc c'est pharmacie, audioprothésiste, opticien, crèche. Et ensuite, les enseignes nationales, par exemple, on a des banques, on a la Poste, on a des assureurs type la MAF, dans lesquels on a investi. On évite, si on rachète le local de la Poste. Ouais. D'accord. Ah ouais, on a déjà acheté ça. On a le Crédit Coopératif, on a Banque Populaire, qui sont pas forcément intéressées, elles, pour acheter leurs murs. Elles préfèrent investir plutôt dans l'ouverture de d'autres agences ou la conquête de clients plutôt que d'investir dans l'immobilier. Et en fait, ce qu'on évite surtout, c'est le prêt-à-porter.
le prêt-à-porter, mais ça depuis 5 ans. Donc finalement, l'histoire nous donne un peu raison parce que c'est celle qui souffre vraiment le plus aujourd'hui parce que c'est moins des commerces vitaux. Donc on évite le prêt-à-porter, on évite en fait les boutiques qui n'ont pas vraiment de valeur de fonds de commerce. Donc ça peut être les cigarettes électroniques, ça peut être les objets de décoration, ça peut être l'ameublement où il y a pas vraiment, c'est pas vital forcément. En cas de crise. Et 2, il y a pas, s'il se met dans une boutique à droite ou à gauche, ça va pas changer grand chose. Donc on est vraiment sur l'alimentaire et sur le médical et sur des enseignes nationales. Tu les vois tous toi, il y a 40 opérations, tu les as toutes vues? Ah oui. Parce que l'immobilier, je pense qu'au-delà des critères, emplacement, locataire, etc., je pense que c'est aussi un côté un peu feeling où il faut sentir l'opération. Donc certes, il faut le visiter. Alors quand on visite une boulangerie, pour ça que je te pose la question, il faut qu'il y ait quelqu'un, en tout cas, c'est sûr qu'il le voit, quoi. Mais il faut. Ouais. Il faut, mais alors maintenant qu'on a quelqu'un chez nous qui s'appelle Lucie qui prend beaucoup de temps pour ça, pour les trouver, les visiter, ensuite les analyser et les valider. Mais c'est sûr que quand on visite une boulangerie, il a son four qui est en place, il a ses chambres froides en dessous, il a son espace de vente. On va pas regarder comme quand on visite un studio, comment la plomberie, comment l'électricité, etc. C'est plus une histoire de feeling. Est-ce que les grands ratios sont bien? Est-ce qu'il y a la clim? Est-ce qu'il y a un accès PMR pour les personnes à mobilité réduite? Comment est la devanture? Parce qu'on achète nous à chaque fois des rez-de-chaussée donc en copropriété. Donc on a les PV d'AG, donc on sait un peu ce qui s'est passé dans la vie de l'immeuble. Mais voilà, il y a une visite qui est faite, voire une revisite qui est faite. Et on propose aussi du coup à tous les investisseurs, en tout cas à tous les prospects, de venir visiter avant. Okay. C'est pour ça que j'ai écouté ton podcast la dernière fois sur les SCPI. Et tu disais que ce qui te dérange un petit peu, c'est de pas pouvoir toucher l'immobilier, de le sentir. Nous, on a essayé de faire avec Baltis un peu de la pierre papier, mais qu'on peut toucher quand même. C'est-à-dire que c'est de la pierre papier, parce l'investisseur ne s'occupe de rien. Il s'occupe pas des travaux, de la compta, il s'occupe de rien. Mais pourtant, on peut quand même aller visiter la boulangerie en bas de chez soi ou un peu plus loin pour rencontrer le locataire et potentiellement visiter. C'est hyper intéressant. Et vous voulez pas faire du bureau? On s'est posé la question nous on s'est dit on préfère d'abord faire dans une niche. J'étais en train de penser dans mes pensées parce que je regardais ces bureaux, tu vois, chez nous et qu'on a acheté du coup, mais finalement je me suis dit à un moment si quelqu'un avait voulu participer à cette opération, ça aurait pu être fun ou pour en faire une plus grosse, quoi. Mais ouais. Ça arrive. En fait, on est pas mal sollicité. Là, on a été sollicité il y a quelques jours par des avocats qui sont qui veulent acheter leur bureau dans le 8e, donc c'est un gros budget, et qui nous ont dit potentiellement si on peut ne pas mettre tout notre apport, une grosse partie de l'apport, si on peut ouvrir ça à quelques particuliers, ils sont pas contre. De toute façon, ils restent majoritaires, ils ont toujours des options de rachat pour acheter les investisseurs. Mais on s'est dit au départ, on va être dans une niche, et puis on verra si on élargit après. Il vaut mieux être spécialiste d'un secteur qui est un peu trop généraliste et se perdre un peu dans tous les sens. Et on s'est dit que si on voulait ouvrir vers d'autres activités, ce serait toujours l'immobilier d'entreprise, donc bureau, mais potentiellement locaux d'activité, logistique, pôles médicaux, en tout cas tout ce qui est immobilier d'entreprise. D'accord. Du coup, si tu as une moyenne de 500 000 euros, tu dois avoir des grosses OP à 1 million ou des choses comme ça, non, j'imagine? Enfin, grosse, je sais pas si c'est 1 million, c'est gros, mais ça doit commencer. Réglementairement parlant, on a le droit d'aller jusqu'à 8 millions. D'accord. Donc on a quand même beaucoup de marge. Mais idéalement, c'est vraiment des collectes entre 200 et 800 000 euros. C'est parce que ça se fait du coup assez vite. C'est un marché qui est aussi assez liquide. C'est-à-dire que si demain on veut revendre notre poissonnerie à 300 000 euros, on sait qu'il y a pas mal d'investisseurs qui peuvent acheter 300 000 euros. Alors que si on est à 2-3 millions, on a quand même beaucoup moins de potentiel acquéreur. Donc ça réduit un peu la liquidité. Et tu mets du levier là-dedans? Je veux dire, mettons que ta boulangerie, ta poissonnerie qui vaut 300 000. Moi, je viens avec mes 1000. Je peux pas en emprunter 2000? Alors nous, ce qu'on fait, au départ, on faisait que des opérations de distribution. C'est-à-dire que si ça valait 200 000 euros, on collectait 200 000 euros, on touchait les loyers et on les distribuait. Comme ça faisait un rendement tous les mois, trimestres ou tous les ans en fonction des projets. Maintenant, on a eu beaucoup de cette remarque, forcément, parce que l'effet de levier, les taux sont bas, donc il faut en profiter. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la dette bancaire directement dans les opérations. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a investi 1000 euros, il a l'effet de levier, bénéficie de l'effet de levier, donc c'est comme s'il avait investi 2 ou 3 000 euros. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met à peu près 50% de dette. Et dans ce cas-là, forcément, les loyers que nous, on va percevoir pendant la durée de l'opération servent à rembourser l'emprunt. Mais mécaniquement, avec l'effet de levier, la rentabilité est plus élevée, quoi. D'accord. Intéressant. Et c'est pour ça que c'est vraiment de la pierre papier, parce que l'investisseur ne s'occupe pas du prêt, n'est pas caution du prêt et ne s'occupera pas de la compta, des travaux et de toute la vie du projet. C'est nous qui participons aux assemblées générales de copropriété, c'est nous qui assurons le bien, c'est nous qui gérons le locataire. Donc c'est de la pierre papier pour l'investisseur.
Toi qui le fais en direct, qu'est-ce qui m'empêche de le faire moi-même, sachant que tu le fais, tu connais ces opérations. Si je le faisais moi-même, rien ne m'en empêche d'ailleurs, mais à quoi je ferais face justement? Je pense que alors si tu veux faire de l'immobilier commercial, le premier frein c'est que c'est un marché qui est très opaque. C'est-à-dire que pour trouver de l'info, il n'y a pas des sites comme Se Loger où il y a plein d'annonces et on en choisit une et on peut l'acheter. Là, il n'y a pas vraiment de site avec plein de boulangeries et de poissonneries à vendre en France. Donc déjà, le premier frein, c'est l'info. Et ensuite, c'est souvent des tickets d'entrée un peu plus élevés parce qu'à moins de 200 000 euros, il n'y a pas de commerce. Donc il faut quand même avoir 200 000 euros ou alors apporter une partie et emprunter le reste. Donc tu pourrais le faire aussi sur des volumes un peu plus gros. Tu pourrais aussi fédérer une dizaine de copains en disant on le fait ça, on fait tous les 10, chacun met 20 000 euros, ça fait 200 000 et on peut acheter le commerce. Et ensuite, après, il faut savoir gérer le bail commercial, qui est un peu différent du bail d'habitation, avec certaines spécificités. Et ensuite, il faut avoir le temps de s'en occuper. C'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de temps. Il faut gérer la compta, les travaux, la copro, les baux, les quittances. C'est plus une histoire de temps. Ouais. Il y a beaucoup de gens, mais en parlant de gérer ses baux, qui vont te dire, moi, je préfère faire des parkings parce que finalement, ton locataire, tu peux le virer si jamais il te paye pas. Quid de l'immobilier de commercial? Alors c'est embêtant de le virer parce que finalement t'as quand même une période entre les deux qui est longue, et puis contrairement au parking tu dois rénover, j'imagine, ou remettre à des normes ou enfin. En fait, l'avantage du commerce, donc c'est un bail commercial qui est beaucoup plus protecteur pour le propriétaire. Ça veut dire qu'effectivement, en cas d'impayé, on peut mettre son locataire quand même assez vite, en tout cas plus vite que sur de l'habitation où parfois c'est impossible. Là, en 2, 3 ou 4 mois, on peut le mettre dehors. Et ensuite, l'autre avantage, c'est que 100% des travaux sont à sa charge. Ouais. La taxe foncière, c'est à sa charge. Les charges de copro, c'est à sa charge. Les assurances du propriétaire, c'est à sa charge. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent c'est des baux au triple net parce que tout est refacturable. C'est pas mal. Alors à part les gros travaux, s'il y a un ravalement de façade ou de la toiture, donc les gros travaux restent à notre charge. Mais en tout cas, toutes les charges courantes, tous les travaux, la plomberie, l'électricité, la vitrine, les accès, l'accès à la boutique sont à la charge du locataire. Ouais, c'est pas mal. Et pour revenir à ta question sur le parking, je pense que c'est aussi un bon placement, sauf que si tu achètes 10 lots de parking, à mon avis, c'est toujours assez rare d'avoir les 10 lots qui sont loués au même moment. Ça fait quand même 10 locataires, donc avec 10 badges, avec 10 assurances, avec 10 personnes qui peuvent t'appeler. Tout ça pour des petits lots. Donc je pense que c'est beaucoup de problématiques administratives. Notamment le paiement, il y en a qui te payent pas. Alors, tu vois, j'ai essayé, moi j'ai fait ça, c'est un truc que j'ai bien fait quand même mais, et en effet, autant sur des entreprises, nous on utilise ça ici, on a des trucs qui s'appellent Go Cardless, je sais pas si tu connais, mais qui te permettent de faire du prélèvement facilement. Quand t'es un particulier, ça existe pas vraiment ça, donc d'aller prélever le compte de tes et du coup de tes locataires. Du coup, quand ils oublient de te faire un virement, de temps en temps tu t'en rends pas bien compte maintenant, tu mets 2 mois, 3 mois, ils te doivent 3 ou 4 mois, et puis tu te dis ouais mais du coup j'arrête, puis c'est compliqué quoi. Ouais, puis il y a beaucoup de roulements. Nous un boulanger, il peut être là pendant 20 ans. Je te donne une caution. Donc nous alors nous on achète donc le locataire est déjà en place, donc on récupère les garanties qui avaient été négociées par le vendeur. Donc souvent c'est 3 mois de dépôt de garantie. Parfois il y a une caution de 3 mois ou de 6 mois ou une garantie à première demande d'1 an parfois. Mais il y a aussi une particularité dans le bail commercial, donc c'est des baux 3, 6, 9 ans. Oui. Alors on va dire plutôt c'est des baux de 9 ans avec des sorties à 6 ans et à 3 ans. Donc le locataire peut partir à 3 ans et à 6 ans s'il prévient 6 mois à l'avance. Donc ça veut dire que le jour où un locataire nous annonce son départ, on a déjà 6 mois pour trouver son remplaçant. C'est ça. Ce qui nous laisse un petit peu de temps. Ce qui est une sécurité, alors pour lui, pour toi, pour tout le monde, en fait, c'est pas si mal. Hein. Le 369, si vous n'avez pas jamais exercé ce truc-là, ça peut paraître faire un peu peur de loin, mais en fait, c'est très très simple. C'est que, en gros, quand tu es locataire et que tu t'engages avec ton propriétaire, ton bailleur, en gros, tu t'engages, lui s'engage envers toi pour 9 ans. C'est ça, hein, tu me dis si je dis pas une bêtise. Et toi, tu as le choix tous les 3 ans, 6 mois avant les 3 ans, donc les dates anniversaires, donc tous les 2 ans et demi, au bout de 2 ans et demi, puis 3 ans après les 2 ans et demi, puis 3, voilà, de dire en fait j'arrête. Donc toi, à chaque fois, tu t'engages fermement sur des périodes de 3 ans, et tu n'as que des fenêtres de 6 mois, à 3 ans, à 6 ans, et à 9 ans. Mais je crois qu'en fait, on appelle ça un 9, mais en fait normalement, c'est un bail. Normalement, le locataire s'engage pour 9 ans, sauf qu'on lui accorde une sortie à 3 ans et à 6 ans, moyennant un préavis de 6 mois. Donc c'est plutôt un arrangement qui est fait. Il y a des baux parfois, là on a regardé un dossier, c'est un 6-9. Ouais. Il n'y a pas de sortie à 3. On m'a proposé un 9 moi aussi. Donc un 9 c'est très bien. Après, moi j'y crois pas trop à ce côté, on fait un 9 en ferme ou un 7 en ferme ou un 6 en ferme parce que si le locataire fait défaut, fait faillite, il est parti. Non, mais je préfère avoir un bon locataire en 3-6-9 à qui ça se passe bien, plutôt que de sceller quelqu'un en disant tu restes pendant 9 ans. Et moi qui suis entrepreneur, 9 ans c'est quand même très très long, même 6 ans, même 3 ans c'est long.
Donc je suis pas trop là pour coincer les gens. Non, mais moi, le seul bail 9 ans que j'ai signé, c'est en fait sur un achat. Donc en fait, ma banque va me dire, il me prête de l'argent pendant 12 ans et je m'engage à louer le bureau à notre société pendant 9 ans. Mais en l'occurrence, si au bout de 6 ans, même si au bout de 3 ans, en fait, tu as un autre locataire qui s'engage sur des conditions relativement identiques, bah, en fait, ça leur est égal. Ce qu'ils veulent, c'est juste un bon locataire et être certain que voilà, qu'il n'y ait pas de... Oui, que les loyers tombent pour pas rembourser votre emprunt derrière. Ouais. D'accord, oui, non, mais c'est vrai que comme tu le dis, c'est un truc dans lequel on n'irait pas nécessairement tout seul. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que tu disais, c'est que moi, là où je trouve ça très, très vertueux et très... là où ça m'a plu, c'est que ce poissonnier, en fait, à un moment, c'est bon pour lui, c'est bon pour toi. Toi, tu as envie d'aller chez ton poissonnier encore plus parce que tu détiens les murs et tu as envie en fait, tu crées une relation particulière, tu as envie aussi qu'il puisse te payer, tu as envie que tes amis... voilà, donc c'est très vertueux dans l'approche quand même. Bah, c'est très vertueux, c'est pour ça que j'appelle souvent ça, c'est un peu de l'immobilier circulaire. C'est-à-dire que les investisseurs habitent dans la rue, le poissonnier paye ses loyers à ceux qui habitent dans la rue et ça tourne. Et justement, ce qu'on a fait par exemple avec ce poissonnier à Lille... Si le poissonnier déconne, qui devient alcoolique ou que... bon, après, on va pas non plus s'immiscer dans sa vie, hein, mais je déconne. Tu le surveilles, t'as un celui mec qui habite en face, il me fait des petits rapports réguliers. Non, mais ce qu'on a fait avec le poissonnier pour fédérer encore plus les investisseurs, parce que naturellement, un investisseur qui investit dans une boulangerie près de chez lui, il va aller consommer dans cette boulangerie et pas dans celle d'à côté. Ça, on va dire, c'est naturel. Et en fait, pour amplifier ce côté naturel-là, on a fait, par exemple, pour le poissonnier à Lille, tous les investisseurs qui ont investi ont maintenant 10% de réduction quand ils vont consommer chez son poissonnier. Donc ils ont 10% de réduction, donc ça les incite à y aller un peu plus ou à y aller tout court. Et le poissonnier, lui, il capte plus de clients. Il a des ambassadeurs qui en parlent à des dîners le week-end en disant au fait, j'ai 3% de cette poissonnerie-là, tu veux pas aller faire tes courses aussi là-bas? Donc ça devient vraiment, nous on utilise souvent ce mot d'ambassadeur, donc consommateur et ambassadeur, on parle, on est assez fiers, je pense, on dit voilà, j'ai 5% d'une poissonnerie à Lille, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bah viens, on va acheter un peu de poisson, quoi. Donc on essaie de créer encore plus de liens entre l'investisseur et le locataire. Tu vas créer beaucoup de frustration parce que finalement, même pour moi, tu vas jamais trouver, moi en t'écoutant là, tu vas jamais avoir mon poissonnier en bas de chez moi, quoi. Et ben ça peut être une action citoyenne de se dire je vais prospecter mon commerce en bas de chez moi, essayer de négocier le bail, la vente, et puis si j'ai réussi, j'appelle Baltis et on fait ça tous ensemble. Ouais. Pourquoi pas? Tu me files une commission si je Bien fais sûr. ça. Ah, vous entendez? Donc essayez d'acheter, allez voir vos potes commerçants, essayez d'acheter leur mur avec eux, et puis on fera une opération avec Alexandre. Alors ça là-dessus, je m'inscris sur Baltiste Capital. Là, je vois, j'ai un formulaire, il met le mot de passe. Tu mets risque, alors c'est une obligation légale de perte totale ou partielle du capital, mais perte totale, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais alors nous, on est une activité qui est réglementée par l'AMF, donc on a beaucoup de contraintes, on va dire, d'administratives. Et tu vois, si tu vas t'inscrire sur le site, tu as quand même énormément de questions qui peuvent être parfois un peu indiscrètes sur ton patrimoine, sur tes connaissances, sur tes revenus, tes charges. Mais nous, ça nous permet de faire une analyse de ta situation pour savoir si tu es apte, entre guillemets, à investir, si tu n'investis pas trop, si tu devrais plus diversifier. Donc nous, on a un rôle un peu de conseil en fonction de ta situation patrimoniale, de te dire attention, n'investis pas plus de 10% de ton patrimoine, ou attention, diversifie, ou attention, t'es peut-être aussi un peu trop endetté. Donc c'est assez lourd, mais nous, ça nous permet d'avoir un conseil assez juste. Et ensuite, effectivement, risque de perte partielle ou totale. Alors, il faudrait vraiment une catastrophe pour tout perdre, hein, parce que quand on achète de l'immobilier, on achète quand même de la pierre. Donc, c'est assuré, et puis on a des assurances. Les locataires sont l'assurance. Nous, on prend des assurances toujours complémentaires, qui s'appelle l'assurance propriétaire non occupant, qui vient en complément de l'assurance du locataire si vraiment il y a des gros dégâts, incendies, catastrophes naturelles. Donc, logiquement, on est quand même bien assuré. Le scénario de perte totale, je pense qu'il est très très faible. Et le perte partielle, c'est potentiellement si on achète une poissonnerie à 200 000 euros et que dans 10 ans on la revend 180 parce que le marché s'est écroulé, bah forcément on récupère pas sa mise de départ, on récupère un peu moins. Donc pareil, c'est des scénarios assez pessimistes, mais voilà, on l'indique quand même. Donc là, je me suis inscrit, par exemple, en te parlant, j'ai mis, donc je vois que je l'ai fait au nom d'une société. Donc je peux investir au nom de ma société, Cosa Vostra, ou ma société à moi, ou en perso.
Et après, donc j'imagine qu'il faut que je rentre pas mal d'infos encore après. Mon statut incomplet, il manque pas mal de choses. Éditer mes informations. Donc les infos, ton cabis, tes statuts, l'actionnariat, et ensuite quelques questions sur les connaissances. Est-ce qu'une action peut varier à la hausse, à la baisse, quelques connaissances sur l'investissement. Et ensuite, il faut mettre ces documents, statut, cabis et pièce d'identité, pour qu'on puisse valider ton compte, sachant que chaque investisseur, nous, on a un petit portefeuille électronique par investisseur qui est ouvert chez MangoPay. Okay. Donc, sur lequel tu peux abonder, on va dire, 10 000 euros sur ton petit portefeuille. Ensuite, tu peux investir 1 000, 2 000, 3 000 dans plusieurs projets. Et tous les dividendes qu'on te versera dans le futur tomberont sur ce petit portefeuille électronique. Et donc, tu pourras réinvestir directement. Donc, chacun a un petit wallet électronique. Il va falloir que tu mettes dans comment avez-vous connu Baltis Capital podcast. J'ai rajouté déjà autre avec un champ libre. D'accord. Mais ça arrive. GDIY, vous aurez 20% sur votre prochaine. Non, je déconne. 20% chez votre poissonnier offert. Non. Donc c'est bien personne physique et personne morale. Donc personne physique, donc c'est 1 000 euros pour les deux cas. Personne physique, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est éligible au PEA et au PEA PME. Ah, d'accord. Donc ça, c'est un gros plus parce qu'on peut diversifier son PEA en mettant un peu d'immobilier, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. C'est quand même très financier. Donc on peut diversifier un peu son PEA ou son PEA PME. Ça, c'est automatiquement mis dans mon PEA. Ah, c'est toi qui le fais. Comment ça se fait Ça, alors c'est des titres non cotés. Donc c'est-à-dire que c'est un peu long administrativement en fonction des banques. Après, il y a une super appli qui s'appelle Catalyseur de chez Utocat qui fait le lien entre les banques et l'investisseur pour des titres non cotés, donc qui nous fait gagner beaucoup de temps et c'est toi qui le gères ou c'est moi qui Mais du coup, ce que je dis aux investisseurs, c'est que vous envoyez le premier mail à votre banquier, vous me mettez en copie et ensuite moi je prends le relais. Okay. Donc c'est très lourd administrativement, mais moi je souhaite que les gens puissent le faire parce que c'est quand même un gros gain fiscal à la sortie. Donc c'est un peu un mal nécessaire qu'on a mis en place, mais en tout cas beaucoup d'investisseurs le font et du coup les dividendes sont quand même beaucoup moins fiscalisés. Ok, très bien. Et donc, et après, tu vas me proposer des projets assez facilement. Dès que t'en as un, tu le proposes à tout le monde ou tu essaies justement de géolocaliser un peu Alors, on essaie de trouver un système de géolocalisation en disant ouverte en priorité 24 heures avant à ceux qui habitent dans les environs. Alors, c'est un peu dur pour l'instant en termes de techno, on n'est pas encore au point parce qu'il faudrait traquer où est-ce qu'habitent les gens ou potentiellement où est-ce qu'ils sont nés, où est-ce qu'ils ont un lien affectif. Donc, on ne veut pas se limiter au lieu d'habitat, mais plutôt à l'affinité avec la rue ou la ville. Mais dans l'idéal, ce serait de dire priorité aux gens qui habitent à côté, ensuite priorité à ceux qui ont déjà investi, et ensuite ouvert à tout le monde. D'accord. Écoute, c'est vraiment ça a l'air hyper simple. Donc c'est 40 deals, tu dis en 4-5 ans, et ça accélère du coup là, vous en faites? Ça accélère parce que la première année on en a fait 2. Okay. On en a fait, je crois, 8. Enfin, ça monte progressivement. Là, pour l'instant, on en fait une par une. C'est-à-dire qu'on en fait une, on la clôture, on passe à la suivante. D'accord. Évidemment, dans un souci de conseil, de diversification, je préfère en avoir 2 ou 3 pour qu'à l'instant T, on puisse investir dans 2 ou 3. Donc là, normalement, on va en sortir 2 nouvelles, on va dire début ou mi-novembre. Et ensuite, dans un monde idéal, c'est qu'il y en ait peut-être même 4, 5, voire 6, voire peut-être même un jour 10, en disant à l'investisseur, finalement, faites vous-même votre propre SCPI en choisissant que des actifs dans lesquels vous croyez ou que des actifs qui sont près de chez vous et faites votre petit portefeuille immobilier vous-même en mettant la somme que vous voulez dans le projet que vous voulez. Oui, parce que finalement aussi, il y a une histoire de diversification. Ça peut être quand même aussi intéressant de te dire, je mets pas tout dans le 17e à Paris. Parce que, ouais. Et là, du coup, tu reçois. C'est souscrit en combien de temps généralement? C'est très rapide ou c'est plus ou moins rapide parce que y a l'histoire du PEA qui est quand même assez long. Souscrire donc tes promesses, je veux dire quand ça va, ouais, ça va entre 5 et 10 jours généralement. Puis ça a tout tendance à plutôt baisser. Ça va de plus en plus vite parce que forcément on a une communauté d'investisseurs de plus en plus grosse, donc ça va de plus en plus vite. Mais la dernière on l'a faite en 5 jours, celle qui est en cours on l'a lancée lundi dernier, donc ça fait une semaine. Je pense qu'en 10-15 jours elle sera clôturée. C'est juste que la période est un peu plus compliquée en ce moment, donc forcément ça prend un peu plus de temps, mais on va dire qu'en moyenne c'est une grosse semaine. Le vice pour toi, c'est pas d'avoir intérêt à un moment, comme dans tous ces business, à faire que des gros coups. Je veux dire, t'as pas intérêt à un moment à pu faire ce poissonnier à 200 000 euros parce qu'en fait c'est trop petit et que pour le même montant de travail tu vas faire 3 fois plus de commission ou pour toi si tu fais un truc à 7 ou 800 000 ou fois plus. Forcément il y a une économie d'échelle qui se fait quand l'opération est un peu plus grosse. Après notre plateforme elle est quand même 100% digitalisée, donc on souscrit, on paye en ligne, on signe en ligne, on suit en ligne, on vote en ligne, tout se passe en ligne, donc ça ne prend pas forcément plus de temps d'avoir 50 investisseurs ou 500 ou 5000.
Là-dessus, c'est quand même assez fluide. Alors, sauf si les 5000 font du PEA, ça risque un peu compliqué. C'est pour ça que je pense qu'on va limiter on va mettre un plancher minimum pour le PEA, pour pas qu'il y ait 5000 PEA d'un coup. Mais non, le nombre d'investisseurs ne change pas trop. Après, le fait de se déplacer une fois ou deux, ça change pas trop non plus. Mais c'est pour ça que je pense que le rythme de croisière, c'est des collectes à plutôt 500, 600, plus que 200, 300. Du coup, on a accès aussi à un meilleur actif. Là, on regarde un dossier qui est loué par Picard à Lille. Il vaut aussi 100 000 euros. Je pense qu'il est un peu mieux placé que la poissonnerie. L'enseigne, c'est une enseigne nationale qui marche bien et qui a bien marché pendant aussi le confinement et la crise. Donc, je pense qu'en allant entre 500 et 1 million, on a des dossiers un peu plus qualitatifs en termes d'emplacement, de qualité du bien et de locataire. Picard à Lille, ils sont pas propriétaires de leurs locaux. Non. Ils ne sont pas propriétaires et aux dernières nouvelles, ils veulent pas l'être lors de cette prochaine vente non plus. D'accord. C'est assez rare finalement que les enseignes nationales rachètent leurs murs. Elles préfèrent ouvrir un deuxième Picard un peu plus loin, qui est quand même beaucoup plus rémunérateur que d'acheter des murs. D'accord. Donc normalement, ils préfèrent ouvrir un autre magasin. Ouais, il y avait quelques enseignes sur lesquelles il me semblait que toutes les Sandro, Mage, même ensuite Couples, tout ça, faisaient en fait l'achat des murs, mais généralement ils revendaient la marque à quelqu'un et ils gardaient les murs après. C'est ça. Ouais, ça arrive encore souvent, ça. D'accord. Ouais. C'est pour ça, moi, je me méfie toujours quand le vendeur est le locataire. C'est pas forcément bon signe pour l'avenir, quoi. Et il y en a beaucoup. Et souvent, ils se mettent même à loyer assez cher pour vendre sur un beau rendement et avoir un bon prix. Et après ça, ils s'en vont et puis on reloue jamais à ce loyer-là. Donc, vaut mieux l'inverse, en fait. Vaut mieux acheter pour quelqu'un qui veut acheter avec toi, qui sera ton locataire que d'acheter au locataire actuel. Ouais. Ok. Mais oui, les enseignes nationales sont pas propriétaires, veulent pas forcément l'être, même les banques, même la Poste. Enfin, il y en a beaucoup qui sortent leur immobilier parce que c'est quand même beaucoup d'argent immobilisé. On l'a même vu Accor a vendu quasiment tout son immobilier. Donc maintenant, c'est un peu chacun son métier. Nous, on est investisseurs immobiliers, on achète l'immobilier. Le boulanger, il est boulanger, donc il exploite des boulangeries, voire une deuxième, voire une troisième. Sachant que ça, j'ai l'impression que c'est des vagues parce que souvent ils achètent, ils revendent, ils rachètent 3 ans après. Enfin, Accor pendant un moment, en fait, en face de Airbnb, le truc c'est qu'ils disaient ouais, mais nous. On a nos murs, quoi. Et puis maintenant, ils ont tout vendu. Donc, c'est de temps en temps un peu dur à suivre. Mais c'est des histoires qui se racontent un peu comme on a envie. Hein. C'est sûr que Bazin, qui dit qu'on vend tout l'immobilier pour se concentrer sur son cœur de métier. Bon, il y a effectivement un petit peu avant, il disait que pour bien maîtriser son métier, il fallait maîtriser son immobilier. Ouais. Bon, ça dépend de l'histoire. Mais moi, je pense plus que la stratégie pour le commerçant. Par contre, lui, il a intérêt à racheter ses murs à un moment pour le jour où il part à la retraite, qu'il ait effectivement des loyers et une rente qui tombe régulièrement. Donc une stratégie plus long terme. Ouais. C'est pour ça qu'on souhaite les acheter avec eux pour qu'ensuite pour leur donner accès à leur immobilier et du coup à améliorer un peu leur retraite dans le futur. C'est hyper intéressant. Je te remercie de tout ce que tu me racontes parce que en fait à chaque fois quand je prépare ces émissions avec Jacques, avec qui tu as échangé, avec différentes personnes autour, je me dis bon, encore de l'immobilier quoi. Moi j'adore ça, mais en l'occurrence à chaque fois tu découvres une autre fenêtre quoi, une autre possibilité et à chaque fois en fait tu te rends compte que entre l'immobilier papier qui me semblait pas forcément autant que ça une bonne idée, désormais je vois ça d'un autre œil quand on en parle, entre l'immobilier complètement physique que tu gères toi-même et tout ça en fait il y a un bon panache de choses que tu peux faire qui est hyper intéressant et que finalement tout ça est rendu possible par un sujet qui m'est bien cher qui est le digital en l'occurrence, c'est-à-dire que ce que tu fais là on pourrait pas le faire facilement peut-être que si les banques pendant longtemps plus traditionnelles n'avaient pas voulu forcément aller elles auraient pu faire ça avant, c'est-à-dire le banquier financier financer l'ASG ou la BNP du coin à Lille, dire à son client finalement le poissonnier, tiens, est-ce que tu voudrais pas acheter des bureaux, je peux te trouver sans problème 40 personnes dans mon portefeuille de clients qui vont le financer, ça aurait pu être leur rôle, mais peut-être même dû parce que elles ont été aussi un peu dépassées à cause de ça. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé Baltis en 2016, c'était pas du tout digital, on s'envoyait des papiers qu'on scannait, qu'on signait, on faisait ça vraiment de manière artisanale. Et le fait que le digital arrive, la signature en ligne, le paiement en ligne, les votes en ligne, ça accélère. Là, je fais tout en ligne, hein, tu dis. 100%.
Là, il y a zéro papier. Déjà, on prône nous le zéro papier, donc on signe avec son doigt, on paye avec sa carte. Maintenant, à partir dans quelques jours, on va pouvoir payer avec sa carte bleue même, en disant j'investis dans l'immobilier avec ma carte bleue, avec 1000 euros par exemple. Donc c'est vraiment 100% en ligne, 100% digital. Alors après, nous, côté Baltis, on a beaucoup de papier parce qu'on gère nos locataires, on gère les quittances, on gère pas mal de choses. Mais en tout cas, l'investisseur, lui, c'est zéro papier, c'est quelques clics. Mais normalement, même ça, tu pourras le gérer automatisé. C'est de plus en plus automatisé, mais on est un peu dans la même stratégie que Nalo en disant on veut en 7 minutes. Je crois que Nalo, c'est 7 minutes ils ont investi. Alors nous, c'est peut-être un peu plus long, mais c'est le même principe. C'est en quelques minutes, on a investi, signé, payé et on est propriétaire d'un bout d'un bien immobilier. Hyper intéressant. Point important, tu l'as pas dit, on en a parlé vite fait. Comment tu te rémunères, toi? Nous, on prend deux honoraires. On prend des honoraires de collecte au départ. Donc ça, c'est Baltis Capital qui les prélève. Donc c'est 5% du montant de la collecte. Donc ça, c'est payé one shot au début. D'accord. Et ensuite, on a une deuxième activité qui est Baltis Gestion, qui est une société qui a la carte de transaction de gestion immobilière, qui fait la gestion locative comme une agence immobilière assez classique, qui elle perçoit 5% du montant des loyers chaque année. Et vous investissez, vous rentrez pas dans les OP, enfin vous pouvez, mais c'est pas. Nous on investit dans toutes les opérations. Ouais. On dit voilà, on y croit, on a des convictions. Si on propose ce projet-là, c'est pas juste. Donc une partie de tes 5% reste dans l'opération. Voilà. Le but, c'est de dire, nous, une partie de nos honoraires sont réinvestis directement. Alors après, on peut pas investir plus de 20% de l'opération parce que réglementairement, on n'a pas le droit. Mais généralement, on investit entre 5 et 10 000 euros. 1 pour dire qu'on y croit. 2 pour compléter le tour de table parce que quand on cherche 387 000 euros, on n'arrive pas à 7 piles. Donc on complète le petit bout qui manque, par exemple, 1000 ou 2000. Et ensuite, en fait, on n'en a pas parlé, mais dès qu'un investisseur veut sortir, il a le droit de sortir. Mais du coup, si nous, on est co-investisseur, on a aussi le droit de racheter ceux qui veulent sortir pour un peu faciliter généralement. Voilà, pour faciliter l'équité des gens en disant bah nous on est capable de racheter et d'augmenter un peu notre participation aussi. Il y a un ordre de priorité, peut-être le locataire. Aujourd'hui non, aujourd'hui il n'y a pas de priorité, mais effectivement c'est une très bonne remarque. On voudrait faire en sorte que le jour où le locataire investisse, lui puisse avoir une priorité, en tout cas un droit de regard. Poissonnier, donc ouais, ok. En disant vous avez je sais pas 36 heures d'avance, faut nous répondre dans 36 heures, sinon on vend ça à quelqu'un d'autre. Et le poissonnier peut activer en disant moi ça m'intéresse, je rachète. D'accord. Ou je rachète une partie. Parce qu'il pourrait y avoir le poissonnier, puis derrière Baltis, ou le poissonnier, puis derrière ceux qui habitent juste à côté, et puis des ordres comme ça qui... Ouais, alors j'aime bien quand tout le monde est égaux, c'est-à-dire que nous on investit aux mêmes conditions, avec les mêmes tarifs, les mêmes frais, avec tout est pareil, mais on réfléchit juste pour le locataire, pour lui donner vraiment accès à son local, parce que moi je pense que les locataires devraient racheter leur mur quand ils le peuvent, et s'ils n'arrivent pas, il faut les aider. Mais je suis complètement d'accord, et c'est là où c'est des bons, si vous avez des potes, je le redis, un commerçant, des bars, t'en fais pas? Des bars, on n'en fait pas. On a pas mal de restaurants. Ouais. Je dis bars, restaurants, mais... Ouais. Mais parce qu'en effet, vous avez des gens autour de vous. Ce qui est intelligent, je pense, là-dedans, c'est de se dire... nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait avec Cosa Vostra et tous nos murs à droite à gauche, c'est se dire, si jamais un jour, pour une raison X ou Y, ce qu'on leur souhaite pas, mais tu plantes ta boîte, t'as des problèmes de santé, de je sais pas quoi, etc., ou tu dois vendre à quelqu'un, il y a plein de trucs familiaux, t'as plein de raisons dans la vie qui font que, à un moment, t'as quand même acheté ces bureaux, à un moment, qui font que, tu te crées, en plus, c'est des métiers, beaucoup d'entrepreneurs sur lesquels t'as une mauvaise retraite, ou enfin c'est pas toujours, t'as pas cotisé toute ta vie, c'est quand même un peu. Donc si à la fin en plus t'as réussi à te payer un bien, un des murs à 500 000, 1 million, 2 millions, ça va changer ta retraite, quoi, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie, ou ça va changer aussi la valorisation de ta boîte. En disant que t'as de l'immobilier qui est rattaché, qui a une vraie valeur pour le coup concrète. Donc c'est tout bénéfique de le faire quand on peut le faire. Alors après il faut avoir une certaine maturité pour acheter notamment ces bureaux, il faut être à une taille critique parce que la vie d'entrepreneuriat on sait pas trop où on va, mais je pense qu'il faut qu'on se stabilise avant de pouvoir faire ce type d'investissement. Mais c'est sûr qu'à terme ça vaut le coup pour les bureaux, pour les commerces, et on le voit bien que pour l'habitation les gens le font déjà, donc c'est un peu naturel de racheter ces murs. Comment ça se fait un rachat? Je sais pas, j'y pense, tu vois, je me dis j'ai un Enguerrand que j'avais fait passer sur mon autre podcast, la Martin, Génération Do It Yourself. Il a ces bars qui s'appellent les Ours Bar et plusieurs dans Paris qui marchent bien, etc. Comment ça se passe si jamais je lui dis il faut que tu rachètes tes murs, je vais lui dire va voir Alexandre Toussaint de chez Baltis, etc., etc. Toi, tu fais quoi? Tu contactes le propriétaire? Alors moi j'ai pas ses coordonnées, mais c'est plutôt à lui de faire. Lui il a ses coordonnées parce que c'est son propriétaire. Mais t'as des ratios de rachat. Je veux dire, tu t'achètes. Toi t'as. Ah nous en quelques secondes, en quelques minutes, on lui dit combien valent ses murs.
Voilà. Parce qu'on a une base de données qui est quand même de plus en plus grosse. Alors, sauf si dans une petite ville, on n'a pas de référence, mais il y a quand même beaucoup de références de transactions qu'on a et qu'on conserve pour avoir des idées de valeur. Donc, nous, c'est plutôt de dire que le gérant du bar contacte son propriétaire en disant « Est-ce que vous voulez pas me vendre vos murs ?» Si c'est le cas, il peut nous contacter en disant voilà, mon propriétaire, voilà ses coordonnées, il est intéressé par vendre ses murs, moi je suis intéressé pour les acheter, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Mais sachant que de toute façon, il y a une loi qui existe qui dit que quand le propriétaire vend ses murs, il est obligé de proposer à son locataire. Donc quoi qu'il arrive, si un jour il vend, il sera quoi qu'il arrive informé. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle pour les commerçants. Mais si c'est pas d'actualité, il faut forcer la vente et proposer au propriétaire de même juste lui poser la question. Est-ce qu'il veut pas vendre? Et s'il faut, nous on lui fait une proposition d'achat assez vite. Il peut même aller voir son propriétaire en disant voilà, pour info, j'ai une offre de Baltis à tel prix, est-ce que vous voulez pas vendre? Intéressant. Écoute, plein de choses à faire ensemble. Je suis sûr que tu vas avoir plein de gens qui vont vouloir acheter je rallume mon téléphone là. Les murs de leur on n'est pas en live encore là, ça va, les murs de leur poissonnerie, de leur restaurant préféré, etc. Moi je suis déjà chaud là, j'ai déjà très cool. Écoute, je te remercie pour toutes ces pardon, je me suis noté une chose, c'est les liquidités. Comment je sors? Tu t'en as touché 2 mots tout à l'heure. Moi je veux sortir des murs de ma poissonnerie parce que ça sent mauvais. Mauvaise blague, j'essaie de faire de l'humour, fin de podcast. Non, mais un petit rire poli de la part d'Alexandre. Tu lances ton filet, puis tu vois si ça mord. Exactement, bravo, pire que moi. Non, on essaie d'organiser un marché secondaire en disant que les investisseurs ont le droit de sortir quand ils veulent. La seule règle, c'est que quelqu'un puisse les remplacer. Donc l'investissement minimum de 1 000 euros, en fait après c'est des parts de 1 euro. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un met 5 000 euros, il peut revendre 500 euros, 600 euros, 1 000 euros. Nous, on s'occupe, alors il y a un droit de préemption des investisseurs. Donc forcément celui qui vend est obligé de proposer aux autres investisseurs de l'opération s'ils veulent racheter ses parts. Donc ça, tout ça on l'organise, donc c'est nous qui proposons. Et c'est des parts d'une société, tu payes donc pas donc c'est des actions, ouais. C'est des actions, tu payes pas de droits de notaire, de frais de notaire, de machin, de trucs à chaque fois, ce qui est quand même pas mal, ouais. Et en fait, nous on organise toute l'administration. Alors déjà toute la partie liquidité, c'est-à-dire c'est nous qui proposons aux autres investisseurs est-ce que vous voulez racheter les parts de un tel. On conseille la personne sur son prix. Quelqu'un qui a mis 5 000 euros il y a 5 ans, on peut lui dire on pense que ça vaut 7 000. Après, mettez le prix que vous voulez. C'est vraiment du gré à gré. Et ensuite, dès qu'il y a un investisseur qui est intéressé ou deux, là, on s'occupe aussi de toute la partie administrative pour faire sortir l'investisseur. On a eu 2 sorties en 5 ans et les 2 se sont faites en 48 heures. Donc ça peut être liquide. Après, ça peut être aussi complètement illiquide. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'investisseur en face, la personne est obligée de rester. Vous avez revendu vous entièrement des murs? Non. On n'a vendu aucun mur parce que la stratégie, je pense, est quand même du 8 ans. Là, ça fait 5 ans qu'on existe, donc on n'est pas encore arrivé, je pense, à la maturité des 8 ans. Et quand on met de la dette bancaire, donc on finance sur 15 ans, on se dit qu'il fallait au moins la moitié du financement, donc pareil, 7-8 ans. Tu pourrais avoir en effet, non mais je sais pas, ton premier poissonnier qui te dit j'aimerais bien tout racheter et te faire une offre à un prix que t'as pas envie de refuser aussi. Mais ça, c'est sûr qu'on sera ouvert là-dessus. Et si ça arrive, on proposera à tous les investisseurs, on leur dira voilà, le poissonnier veut acheter à tel prix, est-ce que vous voulez vendre ou pas? Ils votent et c'est eux qui décident. C'est-à-dire que nous on propose, mais c'est eux qui disposent, c'est eux qui décident. Okay. Donc ça on peut forcer tout le monde à vendre en revanche là-dessus. C'est-à-dire que t'as des j'imagine des impacts, la vente c'est 80%. Faut que 80% des gens votent pour que les 20% qui restent. C'est le plus gros sujet. Ouais. Les autres c'est plutôt la majorité. Okay. Et sinon le reste, les petites tâches quotidiennes, il y a pas d'AG, c'est nous qui les prenons. Ouais. Ok. Et on n'a pas encore vendu, mais je pense que les dossiers qui se passent bien et potentiellement les investisseurs veulent vendre, dans ce cas-là, on organisera un second tour. On fait sortir tous ceux qui veulent sortir et on en fait rentrer des nouveaux. Okay. Parce que si le poissonnier paye bien et que tout se passe bien, on n'a aucun intérêt à le vendre. Il vaut mieux qu'on fasse rentrer des nouveaux investisseurs. Tu mets des, je sais pas, vous mettez des commentaires, des notations, tu vois ce que je veux dire? Moi, le truc que je pourrais te reprocher dans ce modèle, finalement, c'est de te dire, toi, tu t'en fous, tu prends tes 5% d'entrée et 5% de gestion, et puis que ce soit une bonne OP ou une mauvaise OP, finalement, pas ton problème, tu vois. Est-ce que vous dites non, nous on essaie de faire que des bonnes opérations? Oui, évidemment, mais est-ce qu'il y en a où vous avez une sorte de truc en disant celle-là on la sent vraiment très 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 bien, celle-là c'est bien, celle-là c'est peut-être plus risqué, tu vois ce que je veux dire? Forcément, tous les dossiers sont pas égaux. C'est-à-dire qu'on a un dossier dans le 15e à Paris. Je pense que les risques sont beaucoup plus faibles qu'investir dans le local qu'on regarde à Perros-Guirec. Parce que forcément, s'il y a un départ de locataire, à Paris, je pense qu'on retrouve assez vite. À Perros-Guirec, ça sera peut-être plus compliqué. Donc forcément, nous, les rendements des projets vont entre 6 et 10%.
Donc forcément, moins il y a de risques sur le papier, plus on est proche de 6, plus c'est risqué, plus on est proche de 10. Donc si jamais un projet est 10, il est plus risqué, mais le rendement est là, il est en face, le risque égale le rendement. Donc si c'est 10, c'est parce que c'est un peu plus risqué. Nous, encore une fois, nous on co-investit dans tous les projets. Donc on se mouille quand même un petit peu financièrement. Et ensuite, on gère aussi tous les dossiers. Donc c'est sûr qu'un dossier qu'on sent pas trop, on n'a peut-être pas forcément envie de le gérer non plus derrière, donc on va pas le proposer. Et on va pas non plus jouer avec l'argent de nos honoraires. Donc généralement on est assez alignés. Tous les projets sont pas les mêmes, mais c'est la même stratégie, le cœur de ville, le commerce. Parfois dans une grande ville, parfois dans une petite ville. Et donc le risque est là, donc le rendement aussi varie. Je crois qu'on a fait un bon tour. Hyper intéressant. Je te remercie Alexandre. Bravo pour Baltis. Alors, est-ce que j'ai oublié des questions? On a parlé de tout à peu près. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, alors moi j'ai une dernière question. C'est quoi ta martingale à toi? Moi, ma martingale, alors je dirais pas que les cordonniers sont les moins bien chaussés parce que j'essaie quand même un petit peu d'investir. Bien sûr. Mais c'est vrai que moi j'essaie de faire les choses les plus simples parce que c'est souvent ce qu'on comprend le mieux, ce qu'on maîtrise le mieux, qui marche le mieux. Donc j'évite, comme tu disais, les placements à l'autre bout du monde. J'évite les titres financiers avec des options dans tous les sens. Je fais des choses très très simples. Je fais de l'immobilier évidemment. Alors avec Baltis, ma résidence principale. Je fais de l'assurance vie avec Nalo. Parce que je pense que le produit est bien. Ils sont sympas les deux, ils se renvoient. La startup est bien et les gérants sont bien, donc c'est très simple. Et Albert a sa martingale chez Baltiste, Alexandre. Et on s'est pas concerté, parce qu'Albert a vraiment investi. Il est propriétaire d'une agence immobilière dans le 92. Et donc c'est faire les choses simples. Et je sais pas si je serais serein agence immobilière là après tout ce qui s'est passé cette année là. J'ai l'impression que tout le monde a ouvert des agences partout là. Mais eux ils sont dans le sud de Paris où il y a pas mal de maisons. Donc je pense que les Parisiens qui veulent quitter Paris et rester le long du métro, je pense que ils sont déjà là-bas. Ouais, ils regardent, ils visitent. Donc je pense que l'agence marche bien. Ouais. Okay. Donc non, le martingale, c'est les choses simples, c'est de l'immobilier, c'est du concret, c'est de l'immobilier, c'est de l'économie réelle. Donc moi c'est un peu d'immobilier, un peu d'assurance vie et un peu de private equity dans des startups dans lesquelles j'ai une conviction où je connais l'équipe. Ouais. Très bien. Bon, bah écoute, Alexandre, je te remercie. On peut te joindre sur LinkedIn, peut-être, Alexandre. Bien sûr, ça, tout à fait. Par le biais de baltis-capital.fr, on mettra évidemment l'adresse dans les coordonnées. Je suis sûr qu'il doit y avoir une adresse mail quelque part ou un formulaire de contact. Tout est là. Et ben écoute, super. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi. Et puis tu me tiens au courant pour ta boucherie en bas de chez toi. Bah écoute, ma boucherie, ouais, je pense que lui, il est partie de ces bouchers parisiens, tu sais, je pense qu'ils sont 10 fois plus riches que moi. et non, je sais pas s'il a pas déjà acheté la moitié de mon quartier, lui. Non, j'en sais rien. Peut-être qu'il va en vendre un petit bout. Je lui demanderai un petit bout, on sait jamais. Puis les bars de mes potes, quoi, les ours bars, tiens. Très bien. La bise à Enguerrand. Écoute, top. Bah, à tous, merci encore. À tous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Et puis, merci aussi pour tous nos invités. Je reçois de la part de mes anciens, j'espère que ce sera la même chose pour toi, Alexandre, invité beaucoup de messages de gens qui me disent c'est hallucinant, il y a une communauté de ouf, des gens qui me posent des questions pertinentes, beaucoup de gens qui investissent, etc., etc. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, allez-y, dites-moi, tenez-moi au courant aussi si vous êtes content, pas content, etc. Moi j'ai besoin d'un follow-up de tout ça, s'il y a besoin de suivre tout ça. Alexandre me disait en préparant cette émission que je devrais faire finalement un petit podcast avec certains des auditeurs qui ont testé plusieurs produits. C'est pas idiot, donc on va y réfléchir. Si ça vous branche, n'hésitez pas à nous écrire et puis on y pensera avec Jacques et toute l'équipe de prod de chez Cosa Vostra. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à La Martingale en cliquant sur s'abonner, de mettre des bonnes notes sur Apple Podcast si vous y êtes, parce que ça c'est important, et surtout de le partager avec vos potes, vos amis, que ça peut intéressé. Je bafouille sur la fin de ce podcast. Merci à tous et à la semaine prochaine sur La Martingale. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.